Pour découvrir l'univers de nos sols et mieux les connaître, je suis partie à la rencontre de paysans inspirants. Chacun à leur manière, ils ont su comprendre, respecter et travailler leur sol de façon durable, avec des résultats souvent bien supérieurs à l'agriculture intensive. Le monastère de Solan, dans le Gard, est connu comme un lieu exemplaire de sauvegarde de la biodiversité, ainsi qu'un modèle d'agroécologie totalement abouti. Les terres du monastère, auparavant cultivées en conventionnel et très pauvres, sont aujourd'hui incroyablement riches et fertiles, suffisamment pour garantir l'autonomie alimentaire du lieu, ainsi que sa rentabilité économique. Mais comment les sœurs ont-elles fait pour réussir un tel pari, elles qui étaient seules et quasiment sans connaissance? Au départ, en 92, on s'est trouvé confronté à des difficultés invraisemblables. Donc une terre, il n'y avait pas un ver de terre. Il n'y avait pas une herbe qui traînait dans la vigne. Ça avait été mené à outrance. Donc on arrive ici, on taille ces vers pour baisser les rendements, on laisse de l'herbe dans la vigne, mais bon, les écosystèmes n'étaient pas du tout équilibrés, donc la vigne n'était pas du tout en bonne santé, les sols étaient morts, mais il n'y avait pas un ver de terre. On a eu des chutes de rendement absolument extraordinaires, des problèmes sanitaires extraordinaires, et puis avec à la clé des problèmes économiques absolument extraordinaires. Et donc tous les indicateurs étaient au rouge à la fin de l'année 92. Et à un moment, on discutait avec un ami à nous, et il nous dit « Tiens, je devrais vous amener un ami que je connais, une personne qui pourrait vous conseiller, il s'appelle Pierre Rabhi. » Donc on expose toute notre problématique à Pierre Rabhi, qui écoute avec beaucoup d'attention, beaucoup de sérieux et qui nous dit « Ah non, non, il ne faut pas arrêter, il ne faut pas lâcher la terre, il ne faut pas abandonner la terre c'est l'avenir. » Et il a été le seul et l'unique à nous dire qu'il ne fallait pas abandonner la terre. Mais c'était ce conseil-là qui nous convenait. Donc, envers et contre tout, on a décidé de ne pas abandonner la terre et de continuer notre grande aventure. On a fait des inventaires de l'existant, on a commencé à observer comment se portait la terre, comment se portaient les vignes. On a reçu beaucoup de personnes que Pierre a amenées ici ou qui sont venues au fil des rencontres qu'on a faites pendant les foires et les salons qu'on a commencé à faire pour proposer nos produits. Et on a donc appris et constaté l'importance de la vie du sol et d'avoir un sol vivant. Les collègues jardiniers sont venus les former ou comment améliorer la gestion du sol. Et là, ils ont mis le paquet, ça s'est bien accéléré. Et aujourd'hui, voilà, couverture du sol, presque plus de travail du sol, des engrais verts très réfléchis, des retranchés encore plus aboutis. Voilà, on arrive vraiment aujourd'hui à une aggradation des sols et à des résultats qui sont assez étonnants. Et ce qui fait qu'elles arrivent avec de super résultats, que ce soit sur la gestion de l'eau, sur la gestion de la fertilité, sur le système immunitaire. Les plantes, quand il y a un bon sol, quand les sols sont vivants, on arrive à des plantes qui sont vraiment en bonne santé. Ça a été une intuition de la communauté qu'il ne faut pas faire de la bio de luxe, c'est-à-dire importer des médicaments ou des plantes ou des traitements, même naturels, mais essayer de soigner Solan par Solan. Ça veut dire avec les plantes qu'on a là. On a par exemple la prêle. La prêle est un des végétaux les plus anciens de la planète. C'est un des végétaux les plus proches du minéral. Et la prêle est pleine de silice. Et le silice va fortifier les tiges de tous les végétaux, va fortifier la vigne. Donc on va mettre des tisanes de prêle. Ou on va faire ou avec du chêne pour apporter des tanins, ou avec du saule ou de l'osier qui va apporter de l'acide salicylique. Donc, et l'ortie, bien sûr, qui est un grand... Et la consoude, qui est un grand cicatrisant. Comme on a la consoude, le calendula, pour les humains, ça soigne les blessures, pour la vigne aussi. On a pu cicatriser une vigne grêlée à partir de préparation de tisanes, de décoction, de consoude et de soucis. C'est un exemple parmi d'autres, mais on essaye donc un maximum de soigner Solan par Solan, et c'est ce qu'il y a de plus local et donc de plus bio. Il n'y a pas de transport, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas d'emballage. On est dans quelque chose qui est vraiment dans le cycle, dans la logique de la terre. Regardez ce sol de potager là. Donc nous sommes le 30 juin. Regardez, à
5-10 cm de profondeur. Un beau ver de serre, un sol noir, grumuleux, en couscous, qui sent super bon, plein de racines. Voilà, là c'est un peu... elles ont gagné. Elles sont arrivées, elles ont mis du temps, mais en tout cas elles y sont aujourd'hui, c'est magnifique. Voilà, on arrive à jouer sur des processus à l'échelle globale et pour le stockage de l'eau à l'échelle d'un bassin versant, la restitution progressive de l'eau. Du coup, ça n'a rien à voir. Si tous les domaines étaient gérés comme ici, il n'y aurait plus de problème de crue dans le sud de la France. Une fois, en mettant un thermomètre dans le sol d'un rang de vigne non paillé et d'un rang de vigne paillé, à un moment de très forte canicule, il y avait une différence de 8 degrés entre le paillé et le non paillé. Donc 8 degrés, c'est énorme, ça peut brûler un sol, ça peut brûler tous les micro-organismes, ça assèche tout, ça fait que le sol fait une croûte. Quand il fait une croûte, quand la pluie tombe, elle ne va pas tomber, mais elle va se lessiver, elle va tout éroder. Donc c'est extrêmement intéressant, productif d'avoir un sol couvert. Et on va, avec ça, améliorer aussi la vie microbienne du sol. Il y aura plus de vers de terre qui aèrent, qui mangent, qui digèrent, donc qui métabolisent aussi toute la matière organique, qui font des galeries, qui vont aérer, qui vont casser les mottes et qui vont eux-mêmes, tous ces micro-organismes, prélever les oligo-éléments dont ont besoin les plantes, mais qui vont les rendre assimilables aux plantes. Et donc, ils apportent de l'engrais, mais de l'engrais au bon moment et en bonne quantité. Peu à peu, on observe combien le sol se régénère, combien il devient plus fertile et combien donc la nature nous le rend. Elle est généreuse avec nous quand on prend soin d'elle et quand on la respecte et quand on essaye d'épouser d'une certaine façon ses rythmes et ses besoins. La matière organique et le sol, c'est vraiment une histoire d'amour que l'agriculture a un peu détruite. La matière organique et le sol, c'est d'abord le fait que la matière organique est en surface, qu'elle soit vivante, comme les plantes, ou qu'elle soit effectivement morte, c'est une couverture qui limite l'érosion. Et puis tôt ou tard, cette matière organique, c'est une matière organique qui va rentrer dans le sol. Et quand elle rentre dans le sol, eh bien là, elle va à la fois nourrir des micro-organismes qui, par ailleurs, contribuent à d'autres fonctions du sol. Elle va aussi contribuer à la réserve en eau. Et puis, dernière chose, ça va être de la matière organique dans le sol. Et la matière organique dans le sol, c'est autant de CO2 qu'il n'y a pas dans l'atmosphère. Dans les sols, il y a 2 fois plus de carbone qu'il n'y en a dans l'atmosphère. Donc quand vous avez un gros réservoir à côté d'un plus petit réservoir et que ces réservoirs échangent, donc sol, atmosphère, le gros réservoir il peut influencer le petit. Le carbone dans les sols, il est sous forme de matière organique. C'est un des principaux agents de la fertilité des sols. Et donc augmenter la teneur en carbone des sols, c'est augmenter la teneur en matière organique des sols, ça veut dire qu'on va plutôt améliorer leur fertilité, donc on a des bénéfices en termes de production, et puis ça veut dire qu'on stocke plus de carbone, on va avoir des bénéfices en termes d'atténuation du changement climatique. Voilà. Donc on a vraiment intérêt à le faire à court terme comme à long terme. Il y a plein de manières différentes de prendre soin des sols, puisqu'il s'agit de ne pas les agresser trop physiquement, de ne pas les agresser trop chimiquement et de permettre de les alimenter d'une certaine manière. Là, c'est très anthropomorphique ce que je dis, mais en restituant de la matière organique, en apportant de la matière organique, donc en les couvrant avec le plus de végétation possible, en tout cas dans l'année et dans l'espace. Donc ça, il y a différentes pratiques qui le permettent. C'est les plantes de couverture, les cultures intermédiaires, les cultures associées, l'agroforesterie, les haies, avoir des prairies temporaires dans une rotation. Tout ce qui fait qu'on fait de la photosynthèse, on fait du verre et que le sol reste couvert. Finalement, souvent retourner vers des pratiques anciennes, c'est retourner vers des pratiques qui étaient obligées de faire avec beaucoup moins de technologie, beaucoup moins d'artificialisation et qui étaient parfois, mais il faut faire l'inventaire, parce que nos anciens, ils ont aussi inventé la charrue. Et ça, c'est limite. Mais, contraints de faire avec moins d'outils, nos anciens utilisaient plus souvent les ressources de la nature et étaient plus conscients que nous que l'écologie n'est pas simplement une science qui nous dicte ce qu'il ne faut pas faire,
elle est aussi une science qui nous propose des outils et des façons de faire. Dans cette optique aussi, on a commencé depuis l'année dernière à travailler la litière forestière fermentée, qui est une technique qui a été trouvée à Cuba au moment de l'embargo par les paysans qui n'avaient plus d'intrants du fait de leur situation politique. Et donc, à Terre et Humanisme, on s'est beaucoup approprié la technique et on a élaboré une recette pour cette litière forestière fermentée. Il s'agit d'aller chercher de la litière en forêt, d'aller chercher dans une forêt qui a été peu touchée par l'homme, bien préservée, d'aller chercher des feuilles mortes, des végétaux qui renferment toute la vie du sol et on va multiplier cette vie du sol par une lactofermentation à l'aide de sucre rapide, de sucre lent et de petit lait pour aider à la fermentation. Ça se fait en 2 phases. Il y a une phase solide qui est une préparation mère qu'on va faire une fois ou 2 par an. Et puis il y aura une deuxième préparation liquide qu'on va faire au fur et à mesure de nos besoins au cours de la saison. Donc on a une solution de vivant concentré. Et cette solution de vivant concentré va être diluée dans l'eau ou les tisanes de traitement et apportée à la terre pour booster, pour faire une espèce de concentré de vitamines et de vie qui vont donner à la terre la possibilité de multiplier ces micro-organismes. Donc on crée un cycle de vie avec quelque chose qui finalement est très simple puisque c'est le humus de la forêt qui est fermenté et multiplié. Il y a plusieurs utilisations possibles. On peut faire un arrosage directement au sol pour traiter le sol et nourrir le sol, mais on peut faire des pulvérisations foliaires aussi. Là, cette époque-ci, on a pas mal d'humidité qui vient du sud, il y a des grosses chaleurs. Voilà, tous les agriculteurs savent, c'est danger mildiou. Danger mildiou pour la tomate, pour la vigne. Donc aussi, mettre un cocktail de micro-organismes sur la feuille, ça fait une barrière de micro-organismes que quand le mildiou arrive, il ne trouve pas la feuille, il se fait manger par les micro-organismes. Donc on peut jouer avec de plusieurs façons. On peut aussi ensemencer ces tas de compost, aider à dégrader les broyats, de préparer les terreaux avec. C'est un super agent de dégradation de la matière organique, en plus d'être un stimulateur de la vie des sols. Et on arrive là donc à cette conjonction entre les espaces naturels et les espaces cultivés. C'est magnifique de voir combien des espaces naturels qui ne sont pas cultivés vont s'imbriquer, aider et porter l'agriculture aussi. Et quelque part, ça... Quand on voit une forêt, si on a un regard purement économique, surtout notre forêt, qui est une forêt de conservation, qui n'est pas du tout une forêt de rapport, qui est une forêt donc, qui est là et on y touche le moins possible pour qu'elle puisse vivre sa vie, tous ces arbres sont là. Ils ne font rien, ils ne produisent pas. Mais ils sont là et ils sont porteurs de vie. Et ils puisent dans le sol de la vie, ils donnent leur matière organique au sol, ils fournissent cette litière qui va tellement nous aider. Il y a une symbiose dans la vie, dans les générations de la nature. Et ces arbres-là qui sont debout, qui ne font rien, immobiles, c'est un petit peu comme nous qui passons des heures debout, immobiles, dans l'église, à prier, à faire quelque chose qui ne rapporte rien, mais qui est finalement le fondement de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on porte à chaque instant de notre vie. On disait beaucoup à une époque, voilà, on va mettre ensemble les 3 E, l'écologie, l'économie et l'éthique. Et c'est fondamental. Et on n'est pas coupé, il ne faut pas couper les choses en petits morceaux, tout est un. Et même, il y a différents plans de l'être, bien sûr, et il y a différents plans d'action dans ces différents plans de l'être, mais il y a une unité fondamentale dans la création. L'être humain est suffisamment intelligent pour pouvoir mettre tout ça en harmonie. Il est fait pour ça d'ailleurs. Et il suffit de le vouloir et d'avoir conscience
et d'avoir conscience de quel est le rôle vraiment de l'être humain dans la création, quel est le rôle de l'humanité et où on va trouver notre vrai bonheur. Est-ce que c'est dans une consommation illimitée, dans un infini de toujours plus de choses matérielles ou dans un infini immatériel, qui est ce pourquoi nous on est fait?